Cher Ibrahim Magnan. Merci bien, Chérif Diop. Il est socio-anthropologue. Bonsoir, professeur, et merci d'être avec nous. Bonsoir. On va d'abord commencer par qu'est-ce que c'est que la socio-anthropologie? Enfin, on parle plutôt d'anthropologie sociale. C'est tout ce qui concerne l'étude de l'humain, des aspects sociaux, culturels, historiques, qui expliquent les comportements, les attitudes, les dynamiques sociales. Et quand on dit socio-anthropologie, on a tendance à mettre en jonction la sociologie, qui est la science de la société, des faits sociaux, et l'anthropologie, qui est la science de l'homme ou la science de l'humain, étant entendu qu'on ne peut pas comprendre l'humain sans tenir compte du social. Alors dans ce cas précis, il s'agit de voir comment la sociologie et l'anthropologie, les sciences sociales de manière générale, peuvent jouer un rôle important dans la prévention, la prise en charge et l'élimination des épidémies. Est-ce que votre rôle est connu par la masse? Bon, malheureusement pas. Malheureusement, le rôle des socio-anthropologues n'est pas bien connu. Et à qui la faute, je pense que c'est un problème systémique. D'abord au niveau institutionnel, jusqu'au niveau de l'organisation de la santé globale, je pense aux organisations telles que l'OMS et autres, le rôle des anthropologues est très limité. Et généralement, dès qu'on pense maladie, on dit médecin. On dit médecin, on dit hôpital, on dit structure médicale, on dit technique et technologie médicale. Alors que quand on parle de maladie, quand on parle d'épidémie, ce sont des faits sociaux. Si le virus est une découverte, est une construction de laboratoire, en sens où c'est le laboratoire qui travaille dessus, et si la maladie est un fait médical, une prise en charge par la médecine, l'épidémie est nécessairement sociale, parce qu'on parle d'un individu à l'autre. Et l'individu, c'est à la fois ses croyances, ses pratiques, sa manière de vivre, les contextes dans lesquels, les sens qu'il donne autour de son comportement et autour de ses... Et aujourd'hui, en termes de prévention, quelle est votre contribution? Parce que le plus souvent, par rapport à beaucoup de faits de société, nous sommes devant le fait accompli, et à chaque fois, on se pose la question de savoir où sont nos anthropologues, nos sociologues. Voilà. D'abord, il faudrait les sociologues, les anthropologues, il faut qu'on les appelle. Il faut qu'on les appelle, il faut qu'on les responsabilise, il faut qu'on les écoute. Et pour ce qui est, les sociologues et les anthropologues ont suffisamment démontré leur capacité à répondre aux épidémies. Le cas de Ebola, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé que les socio-anthropologues ont joué un rôle décisif en Afrique. C'est eux qui étaient sur le terrain, c'est eux qui étaient de village en village, et les anthropologues africains en particulier, venant de tous les pays. D'abord pour écouter. Si vous n'écoutez pas une personne, vous ne pouvez pas la calmer. Vous ne pouvez pas arrêter les paniques, les craintes, si vous ne vous mettez pas à la place de cet individu, si vous ne lui donnez pas une oreille attentive. On ne peut pas vous écouter si vous n'écoutez pas. Or, le paradigme biomédical, c'est celui qui consiste à dire, nous avons des informations, nous allons les faire passer à la masse, elles vont nous écouter. Si elles ne nous écoutent pas, c'est peut-être qu'elles sont trop têtues, qu'elles ne veulent rien comprendre, alors on utilise peut-être quelquefois des grands moyens et ça ne marche pas. Si on prend l'exemple du coronavirus, il y a déjà une campagne de sensibilisation qui est en train d'être déroulée et tout. C'est ça. Comment l'appréciez-vous? Alors, il faudrait davantage trouver des espaces d'écoute pour permettre aux gens de parler. Pas seulement de poser des questions dans le cadre des... Les centres d'appel, non? Non, ce n'est pas suffisamment. Il faut un débat, il faut des débats. Il faut des débats communautaires. Il faut s'asseoir et rester pendant des heures, écouter les gens dans leurs préoccupations. Et ne pas venir comme étant des donneurs de leçons. Parce qu'avant de dire quoi que ce soit, il faut d'abord écouter. Or, cette écoute-là, elle est à organiser. C'est elle qui est génératrice d'empathie. C'est elle qui est génératrice de reconnaissance de la dignité de l'autre. C'est elle qui est génératrice des contributions que les communautés peuvent faire par rapport à la recherche de solutions. Donc c'est par rapport à toutes ces solutions, tout cela, qu'il faut mobiliser. Dans tous les pays africains, il faut le faire parce que l'Afrique n'a pas les mêmes moyens que la Chine ou l'Europe par rapport à comment il faut cantonner et mettre en quarantaine ou bien construire rapidement. Les pays africains n'ont pas cela. Les pays africains doivent faire appel aux ressources sociales, aux ressources culturelles, à la résilience que les populations africaines ont développée. Et pour ça, il y a des étudiants, il y a des chercheurs, socio-anthropologues. Pour le cas du Sénégal, le plan qui est déroulé nous a permis aujourd'hui d'avoir un cas suspect, en fait un cas positif qui a été guéri. Excellent, excellent. Le fait que ce cas ait été guéri montre que le Sénégal a la capacité technique, médicale et biomédicale pour prendre en charge ces questions-là. Mais une épidémie, ce n'est pas seulement soigner une personne malade.
Une épidémie, c'est une préparation sociale de la société, de telle sorte que c'est la communauté elle-même qui se prépare, qui fait face et qui règle. Mais justement, c'est ça ma question. En termes de préparation, de prévention, c'est ça. Quelle est votre contribution? Est-ce qu'ils ont déjà été saisis par le ministère de la Santé? Effectivement, on a été saisis par le ministère de la Santé et nous apportons notre contribution. Mais l'université aussi a un rôle à jouer. C'est-à-dire que l'université ne doit pas toujours attendre le ministère en charge d'un secteur. L'université aussi a l'obligation de se projeter pour trouver des solutions sur des... Il y a des étudiants qui mènent des recherches, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions au niveau indépendamment de l'université et il y a aussi le ministère et l'État qui essaient d'encourager la participation en termes de prévention. Est-ce qu'il y a des stratégies? Mais ce n'est pas suffisant. Oui. Alors, maintenant, les stratégies. Oui, vous savez, il nous faut apprendre à co-construire. Venir et dire aux gens, voilà les stratégies, appliquez ça, ça va vous soigner, ça va vous guérir. Non. Il faut d'abord connaître les comportements, les représentations, les perceptions qui existent. Comment les populations voient la maladie? Comment elles les voient? Est-ce qu'elles y croient? Elles l'interprètent comment? Il faut voir maintenant les facteurs de risque. Vous dites, bon, il faut se laver les mains. Mais quelquefois, l'eau est inaccessible. Ou bien le bidon d'eau de 10 litres, de 20 litres, ça va coûter 50 francs ou 100 francs. Quelquefois, le mouchoir, ça coûte 50 francs ou 100 francs. 200 francs, quelquefois, dans une famille où le père de famille gagne 3000 francs par jour, c'est une fortune. Alors, c'est sur cette base-là qu'il faut voir maintenant cette population qui est vulnérable. Les personnes âgées qui sont vulnérables. Qu'est-ce qui, au-delà de leur vulnérabilité, constitue les points de résilience? Qu'est-ce qui fait leur force? Quel concept existe déjà? Quand on dit rahasu, il faut se laver les mains. Quand on dit il faut sangu, importance rahasu, rahasu beset. Le concept existe dans nos cultures. Comment il faut mobiliser ce concept-là? Sangu, c'est à la fois se laver, c'est aussi se protéger. Demain, sangu, va voir ta tante, ton oncle, etc. Sangu, ça veut dire qu'en même temps que tu te laves, tu te protèges. Et quand on dit sangubi, c'est celui qui protège. Donc vous avez dans la culture énormément de concepts, de représentations, de dictons qu'on peut reconceptualiser pour créer une culture de l'assainissement, une culture de la propreté, ou une culture de l'hygiène qui en fait n'est rien d'autre qu'une reconceptualisation du patrimoine culturel qui existe depuis longtemps. Quand les voyageurs européens sont venus en Afrique au XVIIe, XVIIIe siècle, vous avez beaucoup de travaux sur lesquels les anthropologues travaillent et ils vous disent que ces Africains ou cette zone nord du Sénégal, les gens sont extrêmement propres, ils se lavent tous les jours parce que se laver tous les jours à la même période en Occident, c'était un luxe que les gens ne pouvaient pas se permettre. Alors, c'est ça qui explique que vous avez toute une culture, tout un ensemble de représentations sur la propreté qu'il faut remobiliser, réactualiser, créer, articuler aux technologies modernes pour que les gens puissent, pour que ce soit des réflexes dans nos sociétés. À l'état actuel des choses, comment faire aujourd'hui pour rompre cette barrière entre la recherche biomédicale et les réalités socioculturelles? Il faut, parce que l'OMS a reconnu cela et personnellement, j'ai été dans pratiquement tous les fronts de l'OMS, de Ebola, en RDC, en Sierra Leone, en Guinée, etc. Dans les zones d'épidémie, les zones chaudes, ce sont les anthropologues qui ont aidé à calmer les populations, simplement en les écoutant. Il nous arrive quelquefois de rester 4 heures, 5 heures de temps, rien qu'à écouter. Et après avoir écouté, les gens ont vidé ce qu'ils avaient dans le cœur. Et vous n'aviez pas peur, le risque de contracter la maladie en Si, le risque est là, mais il n'est pas plus élevé que le risque que les populations courent elles-mêmes par rapport à la maladie. C'est-à-dire que les mesures de prévention que vous dites à la population, c'est ça qu'on applique, que les anthropologues appliquent. Ils se forment et à partir de ce moment, ils apprennent surtout à parler. Parce que le dicton Wolof dit mais si je vous dis de vous laver, et que c'est pour votre propre intérêt, il ne doit pas y avoir de conflit. S'il y a un conflit, c'est que je ne sais pas comment vous dire sangoul. Je ne sais pas comment vous dire rahasoul. C'est comme si je vous le dis d'une manière qui vous dégrade, qui vous insulte. À partir de ce moment, vous ne m'écoutez pas. L'anthropologue vient apprendre comment dans la culture on négocie cela. Quelles sont les ressources culturelles qui peuvent me permettre de dire le langage scientifique le plus élevé dans des termes et dans des concepts et dans une philosophie et dans des visions du monde qui sont pertinentes au Sénégal et en Afrique. Donc c'est ça. Et à partir de ce moment, les batailles qu'on va livrer
Parce que ce sont des batailles qui nous attendent, même si nous avons gagné ici, même si le Sénégal a gagné ici, mais l'épidémie a des allures de pandémie. C'est en train de gagner le monde. Oui. Alors, si c'est gagner le monde, peut-être qu'il y aura d'autres vagues. Nous avons eu une vague européenne. Il y aura peut-être une vague moyen-orientale. Peut-être il y aura une vague asiatique. Peut-être il y a une vague qui va remonter. Il y a peut-être des vagues. Donc, il faut qu'on se prépare. Alors, se préparer, c'est quoi? Se préparer, ça veut dire que créer des conditions qui anticipent sur la maladie et qui vont faire de sorte que à chaque fois les anthropologues ne viendront pas comme étant des sapeurs-pompiers. Chaque fois qu'il y a violence, malcompréhension, qu'il y a panique, on appelle les anthropologues. Quand c'est généralement tard, ça permettra aux gens de construire un discours à partir duquel on accumule des leçons et on accumule un savoir de sorte que ce soit Ebola, que ce soit coronavirus, que ce soit Zika, que ce soit les maladies virales, parce que nous sommes à l'aube de pandémies et d'épidémies virales. Les virus sont en train de sortir et de menacer la santé humaine globale. Donc, à l'ordre de ça, or, c'est à peu près les mêmes techniques, les mêmes comportements qu'on demande. Donc, ce qui fait qu'on crée une infrastructure sociale de telle sorte que on a une vision stratégique qui fait que la société est prête à affronter tout défi qui vient des virus. Pour ça, il faut qu'au niveau des établissements de la santé globale, qu'on puisse reconnaître l'apport, le rôle, les connaissances des anthropologues africains et aussi, les leçons des anthropologues africains doivent être mondiales. Les Européens ont besoin des leçons que nous apprenons, auxquelles l'Afrique a une longueur d'avance, parce que l'Afrique a été le continent le plus sévèrement frappé par Ebola et par toutes ces crises. Donc les gens ont développé des résiliences. Ils ont dû inventer des choses. Actuellement, l'Europe et l'Amérique en particulier, les États-Unis sont en train de parler d'intervention communautaire, que le virus est en train d'aller la communauté. Ils ne savent pas que faire. Mais l'aide n'est pas en un seul sens. La coopération ne doit pas être en un sens. Il faut donc, du point de vue, c'est là que vous avez raison, du point de vue épistémologique, on reconnaisse la manière de travailler la science, la manière de produire la science. Il y a des manières qui ont été mises en avant par des chercheurs africains. Il faut qu'on les reconnaisse. Et il faut qu'on reconnaisse aussi que l'Afrique peut apporter sa contribution à la résolution des problèmes de santé globale au niveau de l'Europe et au niveau du reste du monde. Alors, vous avez parlé de co-construction. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la démarche, il y a cette synergie-là qui est toujours recherchée entre notamment les politiques qui décident et vous de l'univers? Alors, les anthropologues, ce que les anthropologues ont vu dans le cas d'Ebola, une des premières leçons qui nous a frappé, parce que l'anthropologue voit les gens mourir devant lui. Il est touché. Ce qui fait qu'il ne veut pas qu'on répète les mêmes erreurs. Alors, ce qui frappe le plus les anthropologues, dans tous ces pays, c'est que les politiciens ont joué un rôle néfaste par rapport à la prévention. Parce qu'on politise l'épidémie. Soit c'est l'opposition qui va dire c'est le pouvoir qui a inventé tout ça, soit le pouvoir qui va dire moi c'est moi qui fais tout ça, etc. Applaudissez. Et finalement les populations sont prises entre deux feux. Mais votre rôle est de déconstruire justement ce discours. Et c'est ça, c'est pourquoi chaque fois nous disons aux politiciens, hey, prenez le backseat, laissez les techniciens médicaux, les techniciens sociaux, anthropologiques, etc. prendre le lead par rapport à ces questions-là et faire de sorte qu'il n'y ait pas de récupération. Parce que souvent ce sont des récupérations dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Les récupérations et à ce niveau-là. Et aussi voir que les interventions sont multifacétales. C'est-à-dire que dans certains cas, on cherche la visibilité, mais dans d'autres cas, et les interventions qui ont le plus marché en RDC, c'était des interventions qui se faisaient derrière la scène. En back-office. En back-office. Et comment est-ce que vous appréciez le rôle des médias dans Alors, le rôle des médias aussi. La recherche du sensationnel souvent ne fait pas toujours l'affaire des communautés. La manière d'annoncer souvent ne fait pas toujours l'affaire des communautés ou l'affaire des cultures. Regardez, souvent quand on annonce fracas, le scoop, mais ça n'accompagne pas un discours sur l'espoir, sur l'empathie, sur le fait Est-ce que c'est le rôle du journaliste? Oui, c'est le rôle. C'est aussi le communicateur qui doit se mettre en relation avec les anthropologues et travailler avec eux. Quand vous dites, regardez bien, quand on annonce quand on annonce des nouvelles tristes et autres, dans beaucoup de sociétés africaines, on chante.
Mansali Cissé, etc. On chante, ça veut dire qu'on laisse aux gens le temps d'ingurgiter, le temps de réfléchir calmement, de s'approprier et de ne pas céder à la panique. Parce que si vous annoncez une nouvelle fracassante, sans prendre ces précautions pour en même temps développer l'espoir, faire la culture de l'espoir et la culture de l'empathie, et aussi montrer vos limites. Souvent, nos États ne savent pas montrer leurs limites. Nos États tout le temps montrent qu'ils sont très forts, c'est eux qui règlent tous les problèmes. Non. Dans les sociétés africaines, quand vous demandez secours, quand vous annoncez une nouvelle, vous demandez un secours. Quand vous dites, quand Koudian Mat Sahel Demkide, quand on annonce une morsure de serpent dans les villages, vous allez voir, on le joue. Les villageois, les autres villages l'entendent et aussitôt ils commencent à chercher les chevaux et aller au secours. C'est-à-dire que les sociétés africaines doivent dire oui, nous demandons le secours de nos communautés. En fait, il parle de corpus de valeurs, mais au Sénégal, on a entendu des gens monter au créneau, demander l'annulation de certaines manifestations religieuses. Et aussi le fait de ne pas se serrer la main, est-ce que tout cela aussi ne va pas à l'encontre de nos réalités socioculturelles? Mais non, nos réalités socioculturelles comment gérer ce discours sont mouvantes, elles sont polysémiques, c'est-à-dire qu'on peut les interpréter sous plusieurs angles. Alors, c'est ça la question. Et ces valeurs se basent sur le principe de la préservation de la vie. Il y a des valeurs autour de ça qui expliquent qu'on peut changer le comportement, on peut changer des attitudes. Une fois que les gens sont convaincus que ce que vous faites tient compte de leur dignité, de leur droit à l'expression, vous avez tenu compte des solutions qu'eux-mêmes ils préconisent, mais dans la plupart du temps, ils ne veulent pas mourir. Personne ne veut mourir de coronavirus ou d'Ebola. Les gens, donc nous partons de cet acquis-là. Alors, par rapport au rassemblement populaire ou religieux, etc., c'est la même chose. Si on ne discute pas avec les gens, si on n'essaie pas d'élaborer des solutions avec les gens, si on ne les écoute pas d'abord, si on ne les écoute pas et qu'on vienne avec des décisions autoritaires, les gens ont mille moyens de contrôler ou de se révolter. C'est ça la principale leçon de Ebola. Mais quand on vient humblement, on vous dit, on va vous écouter, on va vous demander votre conseil. Si c'était vous, comment est-ce que vous allez vous prendre? Mais vous verrez d'un côté des réponses officielles et techniques, d'autre côté, des réponses sociales, des réponses communautaires, et vous aurez une synthèse des trois côtés. Notre épistémologie, notre logique n'est pas une logique binaire, où c'est soit le plus ou le moins, ou soit la raison technique contre l'ignorance entre guillemets des communautés, ça n'existe pas. C'est chercher, chaque fois qu'il y a une confrontation entre deux blocs, on cherche une troisième issue. Et c'est la recherche de cette troisième issue qui fait qu'on transcende les oppositions. Et c'est ces trois pierres, c'est les fondations, c'est le fondement, et on le retrouve pratiquement dans la plupart des cultures africaines. C'est à ce niveau, c'est comme ça qu'il faut, à mon sens, penser la maladie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que votre travail peut permettre de stabiliser la situation? Si on prend l'exemple du continent. Oui, si on prend l'exemple du continent, notre travail est riche de leçons et je ne suis pas seul. Ce sont des équipes d'anthropologues africains qui malheureusement n'ont pas été médiatisés comme il se doit. Mais en Sierra Leone, en Guinée, dans les villages, c'est eux qui étaient là-bas. C'est eux qui dormaient là où les villageois dorment, qui mangeaient la nourriture des villageois et qui progressivement gagnaient leur confiance. Ce sont les femmes anthropologues, j'ai des scènes extraordinaires, qui allaient balayer les mosquées. Balayer les mosquées, entretenir les mosquées, balayer les toilettes des mosquées pour se faire accepter par les femmes qui lavent les corps et amener ces femmes-là à changer les comportements par rapport à la transmission du virus. Donc, cette expérience qu'il faut capitaliser, il faut qu'à un niveau politique le plus élevé, que l'Afrique puisse compter sur ses anthropologues. Que l'Afrique puisse compter sur l'expertise qui a été déjà accumulée par autant de travail et autant, parce que le travail des anthropologues n'est rien d'autre que la théorisation de siècles ou de millénaires de résilience des populations africaines. Quand je vous entends dire qu'il faut qu'on apprenne de ces expériences, c'est comme si toutes les recommandations que vous aviez formulées ne sont pas utilisées. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut convaincre, il faut discuter, il faut avoir des plateaux. Il faut former des équipes. Et justement, la réponse sénégalaise est en train de donner de plus en plus de pouvoir à ces équipes de socio-anthropologues qui vont se mettre à travailler parallèlement aux équipes médicales. Il faut cela. Mais professeur, ce discours, aussi révolutionnaire soit-il, est-ce que
il ne doit pas y avoir aussi un discours de vérité, de demander à ces États africains de faire face à ce déficit d'infrastructures aussi. Parce que aussi un discours, c'est très bien. Mais la dure réalité des choses, c'est qu'il y a des choses qu'il faut prendre en charge. Vous avez parfaitement raison. Dès que Ebola, il y a eu ce problème d'Ebola, les anthropologues africains ont pris position. Ils ont tapé à plusieurs portes. On ne les a pas écoutés. Ils ont continué à taper. Et finalement, il y a eu des missions de l'Union africaine et des missions de l'OMS qui ont de plus en plus intégré les Africains. Et certains anthropologues africains ont servi de conseillers, n'est-ce pas, pour dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que cette lutte-là doit continuer. On ne doit pas tout le temps penser que, ok, on va demander de l'argent, on va demander le soutien, on va prendre les technologies, on est trop pauvre, etc. Et que finalement, on n'apporte pas grand-chose. Non, on n'a pas les mêmes moyens, on ne peut pas être tout le temps en train de courir derrière l'Occident. On peut repenser des solutions, on peut tenir compte de ce qui constitue nos forces spirituelles. Parce que la spiritualité va jouer un rôle extrêmement important ici. Le mental, la réduction des conditions de vulnérabilité pour que les gens soient bien, qu'il y ait moins de comorbidité. C'est-à-dire que toutes ces maladies-là qui font qu'on est vulnérable à coronavirus. Réduire les conditions, faciliter les conditions d'accès à l'eau, à l'assainissement, etc. Il y a des solutions endogènes, des solutions locales sur lesquelles on doit compter si on prend le temps, comme vous le dites, d'écouter, de responsabiliser et de reconnaître la dignité et les capacités d'innovation des communautés et des populations. Nous sommes à l'aube, si nous le voulons. Soit nous ne faisons rien et nous courons. Et ce n'est pas évident comment les épidémies vont revenir, repartir, revenir, etc. Ou bien nous prenons un virage et nous sommes à l'aube d'un shift, d'un changement de paradigme dans lequel les anthropologues et les sociologues africains vont prendre un leadership du point de vue intellectuel et scientifique. On est en train d'effectuer un travail au Sénégal. Vous dites qu'on est associé. On peut être confiant. Alors, si on a des socio-anthropologues dans l'équipe qui a été constituée... Oui, c'est très neuf parce que nous venons juste à peine de commencer à nous organiser par rapport à cela. Mais je pense que le Sénégal pourra donner à ce niveau aussi, prendre un rôle, occuper une position pilote. Et prendre un rôle pilote. Le Sénégal a longtemps pris pilote sur des positions théoriques, intellectuelles, philosophiques, etc. Je pense, et ce n'est pas par hasard, l'université s'appelle l'université Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est mon professeur. C'est lui qui a été le directeur de thèse, de ma thèse de doctorat de 3e cycle. C'était le co-directeur de ma thèse. J'ai été forgé à l'homme des théories et de pensée de Cheikh Anta Diop du point de vue... Parce que n'oubliez pas que Cheikh Anta Diop est d'abord un anthropologue. Donc, autour de ces questions-là, il y a un héritage qui existe. Le Sénégal a une masse critique de chercheurs et d'étudiants qui sont capables de faire ça. Il faut que nos États soient sensibles sur cette question et fassent tâche d'huile au niveau de l'Afrique. Parce que ce n'est pas un problème du Sénégal, c'est un problème de l'Afrique. Merci beaucoup, professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Demain à la même heure, retrouvez-nous sur cette antenne. Excellente suite de programme.